Bonsoir, vous êtes sur Téléfil 78 et je vous propose une nouvelle fois de suivre ce soir un débat autour de l'Europe. Le scrutin de liste à un tour se déroule dimanche. Nous devrions assister en France à un nouveau record d'abstention. L'élection européenne qui ne passionne pas les Français, mélange de déception, de résignation, mais aussi forme de contestation. Toujours selon les derniers sondages, le Front National pourrait arriver en tête, suivi de l'UMP, un peu plus loin du PS et enfin d'Europe Écologie Les Verts. Ces quatre formations sont en plateau. Jean-Michel Forgousse, candidat pour l'UMP, maire d'Elancourt, Michel Christofoul, candidat PS, élu d'opposition à Verneuil-sur-Seine, et Mounir Satouri, candidat Europe Écologie Les Verts, également président du groupe écologiste à la région Île-de-France. Et puis devrait nous rejoindre Philippe Chevrier, le président du Front National, également donc candidat dans cette élection européenne. Bonsoir tout d'abord à tous les trois et bienvenue en plateau. Vous aurez 3 quarts d'heure pour échanger sur vos propositions pour l'avenir de l'Union. Mais tout d'abord, ce sont les Yvelinois qui s'expriment. Quelle décision doit prendre l'Europe en urgence? Vos priorités, micro-trottoir. Je passe vers le fédéralisme. Je pense que c'est une bonne voie. C'est la priorité pour que les gens puissent travailler, tout le monde puisse travailler, quoi, c'est tout. Mais bon, pour le reste, il y en a tellement que... Relancer l'économie en essayant de lancer des grands travaux pour relancer la demande, voilà. L'emploi en Europe. Vraiment, c'est la priorité, je pense. Je dirais une politique commune, c'est-à-dire tout ce qui est social et économique. Je crois que l'Europe aujourd'hui, c'est une catastrophe. Parce que ce qui prime, c'est l'égoïsme de chaque pays. Peut-être un peu moins de pays dans l'Europe, parce que c'est ingérable au nombre de pays qu'il y a. Déjà à 9, à 12, il avait du mal. Alors. Les Yvelinois nous parlaient de leurs attentes pour l'Europe, de l'urgence du moment, protection sociale, relance de l'économie revient le plus souvent. On a aussi entendu l'Europe, c'est une catastrophe. Ce qui prime, c'est l'égoïsme de chaque pays. Il faut une politique commune. Alors je vais avoir votre réaction rapide tout d'abord sur cette déclaration. On va débuter par un tour de table dans l'ordre alphabétique et ensuite on se basera sur le temps de parole, les chronomètres qui vont s'afficher régulièrement. Michel Christofoul, donc candidate Parti Socialiste. Quel est votre sentiment sur cet égoïsme ressenti en tout cas par certains des concitoyens qui nous disent l'Europe est repliée, chaque pays est replié sur soi? C'est une vérité aujourd'hui? Je trouve qu'effectivement, c'est une grande vérité. C'est même le souci de l'Europe aujourd'hui, qui effectivement, où les États se replient sur eux-mêmes, alors que c'est effectivement le contraire de l'idéal européen, a priori, et de ce qui a fait que l'Europe a procuré un espace de paix, justement, rompant avec les égoïsmes et les rivalités d'autrefois, et les conflits cette décision d'autrefois. Qui est prise au gouvernement, par exemple, le décret Alstom, puisque c'est comme ça qu'il est baptisé, du nom de cette entreprise en attente de rachat, établie par Arnaud Montebourg et Emmanuel Valls, pour protéger les intérêts stratégiques en France, qui inquiète d'ailleurs à Bruxelles. On parle de protectionnisme. C'est une bonne ou une mauvaise mesure? Écoutez, je pense que c'est une bonne mesure. D'ailleurs, elle est tellement bonne qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont déjà prise, les États-Unis, et puis des pays européens l'ont fait, l'Allemagne. Mais ce n'est pas du protectionnisme. Et puis, non, c'est pas tout à fait du protectionnisme. Jean-Michel Forgousse, candidat UMP, votre réaction sur ce sentiment de pays refermés sur eux-mêmes et peut-être sur le décret Alstom aussi? Oui, d'abord, je pense que les Français ont souvent un problème, c'est qu'ils sont facilement négatifs. Hein. Je vous rappelle qu'on est le pays qui a le moins confiance en lui-même. C'est vrai aussi de nos adolescents, nos étudiants. Bon. Donc voilà, il faut voir que souvent ces critiques, beaucoup de critiques sur l'Europe sont assez injustes. L'Europe n'est pas parfaite. Bien sûr qu'il y a l'Europe des 28 était un petit peu trop rapide. Regardons l'Europe des 18, il y a quand même plusieurs cercles à l'Europe. Hein. L'Europe des 18 de la zone euro, bon déjà il y a une plus grande cohérence. Bon. Mais voilà, on ne peut pas être contre comme cela. Ne nous laissons pas trop aller à la critique. Il n'y a pas que des critiques d'ailleurs dans les remarques. La première attente des Français, ils l'ont dit, c'est l'emploi. L'emploi, c'est augmenter la production de richesse, c'est augmenter le niveau des échanges, le nombre d'échanges. Il est évident que quand vous avez un marché d'un demi-milliard d'individus, comme c'est le cas de l'Europe, on ne rigole pas avec ça, on ne tombe pas à bras raccourcis là-dessus. C'est un merveilleux moyen, bien sûr, d'augmenter la richesse, le PIB, l'emploi. Je vous rappelle que tout de même, la France a comme premier client l'Europe. Un tiers des emplois dépendent de l'Europe. Donc attention, effectivement,
certaines remarques sont tout à fait justes et on doit améliorer un certain nombre de choses, un peu trop fonctionnalisé, un peu trop administratif, un peu... Alors les égoïsmes, je ne sais pas, c'est un grand débat. Je pense que l'Europe est une réussite. Je vous rappelle que l'Europe est la première puissance économique mondiale. On oublie très souvent de le rappeler. Enfin, souvenez-vous, il y a quelques années, vous en parliez de paix tout à l'heure, mais on a quand même l'Europe, on a aussi produit 2 guerres mondiales. La première, 20 millions, la deuxième, 60 millions de morts. La troisième, c'était la guerre froide avec les communistes qui ont quand même enfermé 10 millions d'Européens derrière des murs avec des grilles, on leur tirait dessus quand ils voulaient passer à l'ouest, il y a eu 1000 morts d'ailleurs, et puis la quatrième c'est le Kosovo. Bon, donc je dirais quand même que l'Europe voilà, c'est fini, vous savez, c'est pas un acquis social la paix. Vous l'avez, c'est formidable, aujourd'hui c'est la première, ce continent est devenu la première, le premier. Je vous interromps pour continuer ce premier tour de table. Mounir Chatouri, Europe Écologie Les Verts, je vous passe la parole. Juste nous accueillons sur ce plateau Philippe Chevrier, donc le candidat du Front National. Bonsoir et bienvenue pour ce débat. Nous parlions de ce sentiment d'égoïsme ressenti parfois par certains Européens. Chaque pays est replié sur lui-même. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous l'analysez comme ça? D'abord, moi, je trouve le micro-trottoir qu'on nous avait présenté plein de bon sens. Et je trouve même que les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines que vous avez interrogés ont résumé au final la question. La somme des intérêts individuels n'a jamais fait l'intérêt général. Et au somme, les citoyens que nous avons vus, ils ont dit quelque chose de très simple. C'est que nous souffrons d'un manque d'Europe. Et il faudrait aller plus loin dans la construction européenne. Et en période de crise en France et en Europe, qu'est-ce qu'ils nous ont dit les citoyens? Ils nous ont dit qu'il fallait une politique de relance européenne, qu'il fallait une politique de grands travaux, qu'il fallait inverser le cercle vicieux de la crise pour que l'Europe soit auprès des peuples et auprès des citoyens. Donc l'Europe est une belle idée. Il faut qu'on en soit fier de cette construction européenne, mais il faut qu'on regarde la situation telle qu'elle est, qu'on affronte les véritables problèmes et qu'on apporte des réponses. Il faut construire une Europe beaucoup plus cohérente. Il faut simplifier les institutions. Il faut remettre plus de démocratie dans les décisions. Il faut donner plus la parole au peuple. Et il faut sortir d'une certaine technostructure que les citoyens nous reprochent dans cette construction. Si ici et là, on peut entendre des critiques sur la construction européenne ou sur les institutions européennes, je pense que le besoin et de l'envie d'Europe est là et il est présent. Le besoin d'Europe existe. Philippe Chevrier, je vous passe la parole. Vous venez de nous rejoindre, mais on a écouté un micro-trottoir tout à l'heure où chacun exprimait ses priorités pour l'Europe. Et certains ressortissants yvelinois, concitoyens européens, parlaient d'une Europe de pays repliés sur eux-mêmes, de certains dysfonctionnements. Il fallait une politique commune. Ce n'est pas forcément un sentiment que vous partagez. Non, de toute façon, le Front National n'a jamais demandé à ce qu'on se replie sur soi. Ça, ce sont nos adversaires politiques qui prétendent que nous voulons faire cela. Non, nous voulons simplement protéger, nous, les emplois. J'entendais M. Fourgousse, là, qui nous parlait d'emploi. Il a quand même un certain toupet, parce que c'est à cause de l'Europe que, justement, des centaines de milliers d'emplois sont partis à l'autre bout de la planète. Donc, il nous parle d'emploi, il nous parle de l'Europe comme un pourcentage très important de l'économie mondiale, c'est vrai, sauf qu'il oublie de nous dire que cette Europe, c'est un ensemble de nations. Et que si les nations étaient à nouveau souveraines, il y aurait exactement le même chiffre et exactement la même proportion. Ce n'est pas à cause de la construction européenne qu'on en est là. Le commerce extérieur des pays, des nations qui composent donc cette Europe, n'a pas augmenté en pourcentage de leur PIB depuis qu'on a créé l'Europe. C'est faux, ce serait faux de le dire. On a continué à commercer comme avant. Et avant, on commerçait tout à fait naturellement avec des droits de douane. Ce n'est pas le fait de mettre des droits de douane à nos frontières, le fait d'un repli sur soi. C'est simplement le fait de commercer intelligemment avec ses voisins. C'est ça le problème. Voilà. Donc, je pense que effectivement, les États-nations ont besoin aujourd'hui de retrouver leur souveraineté, de retrouver leur monnaie nationale, de commercer intelligemment avec le reste du monde, de jouer avec leur monnaie si besoin est, et ainsi de sauvegarder les emplois dans chacune des nations. Car aujourd'hui, le libre-échangisme et les portes ouvertes à tous les biens et services produits dans le monde entier sont consubstantiels de la Constitution européenne. La Constitution, je vais un petit peu vite parce qu'elle a été refusée, souvenez-vous, par les Français, mais on l'a remis au goût du jour.
je veux dire simplement, de la construction européenne. Voilà. Michel Christoffel, vous ne partagez pas cette vision de l'Europe pour le Parti socialiste, mais vous voulez une Europe forcément unie. Mais comment l'Europe peut réussir à protéger les salariés, à protéger aussi ses entreprises, puisque c'est la question qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est la question sociale, la question également de protection de l'économie, développer l'Europe, résister face aussi aux autres pays du monde. Je vous passe la parole tout d'abord, puisque vous avez 1 minute 30 de retard. Avant de revenir sur l'économie, je voulais dire à mon voisin que on est dans une unité politique, mais on est une somme d'États souverains, toujours. Et d'ailleurs, nous, au Parti socialiste, nous comptons bien que ceci perdure. Nous pouvons conjuguer des aspects de souveraineté, et ces aspects de souveraineté sont encore très importants aujourd'hui, et en même temps une unité, parce que nous avons, d'ailleurs le micro-trottoir le disait, nous avons un projet commun depuis maintenant 60 ans, une culture très proche, et c'est à préserver. Et donc, face effectivement au monde d'aujourd'hui, et donc je vais en revenir à l'économie, nous considérons que nous serons plus forts face à la mondialisation, face aux États-continents, nous serons plus forts en gardant cette union. Alors cela dit, il y a des évolutions, et là je serai d'accord avec M. Satouri, il y a des évolutions démocratiques à faire dans cette Europe, effectivement. Mais bon, tel n'est pas le sujet, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors, il est nécessaire de se protéger, effectivement, puisque nous sommes dans un monde extrêmement concurrentiel, dans une mondialisation qui n'est pas la première d'ailleurs, il y en a eu bien d'autres, mais en tout cas celle-ci nous prend de plein fouet et est un choc sur le plan économique. Elle n'est pas, d'ailleurs, elle n'est pas si récente que cela, mais en tout cas, là, elle atteint des degrés extrêmement importants. En tout cas, on voit la situation aujourd'hui en Europe, et je dois dire que c'est vrai qu'on peut reprocher à l'Europe d'aujourd'hui de ne pas avoir su résister à cette mondialisation, de ne pas avoir pris les directives et les directions nécessaires pour nous protéger. Quelles sont les mesures concrètes au Parti socialiste, au niveau des socialistes en Europe, que vous souhaiteriez mettre en place? Alors nous souhaitons plusieurs choses, et en particulier profiter de ces échanges avec le monde. Alors c'est vrai, comme le disait M. Fourgous, l'Europe est la grande puissance commerciale du monde, en partie parce qu'il y a beaucoup d'échanges intérieurs, ce n'est pas que les échanges extérieurs. Est une grande puissance commerciale, elle échange avec le reste du monde, mais il y a des échanges qui sont inégaux, parce que c'est vrai que nous sommes en concurrence avec des produits qui sont fabriqués dans des conditions sociales, environnementales, qui sont absolument pas les mêmes que les nôtres, et ce que nous souhaiterions, et ce serait une grande avancée, puisque ça permettrait à notre Europe d'avoir des ressources propres, ce dont elle manque cruellement, pour faire la relance dont vous parliez et pour laquelle nous sommes effectivement partants, parce que les politiques d'austérité qui ont été mises en place depuis 10 ans par les conservateurs, excusez-moi Monsieur Fourgous, le PPE dont vous faites partie, effectivement ont abouti à cette catastrophe, 27 millions de chômeurs, selon les chiffres, une centaine de millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Donc nous souhaiterions que soit prise effectivement à l'extérieur, sur le périmètre de notre Europe, par exemple une taxe carbone qui permettrait d'une part de donc enrichir notre budget, apporter des moyens qui pourraient être réinvestis dans des grands projets, et nous sommes d'accord là-dessus, mais qui pourraient protéger effectivement nos entreprises. Jean-Michel Fourgous. Oui, moi je voudrais revenir sur l'histoire des taxes douanières. Les entrepreneurs, c'est eux dire qui ont fait cette Europe. Je vous rappelle que Jean Monnet était négociant en cognac. Bon. Donc, bien sûr que avant cette Europe, quand on exportait, quand on payait des taxes douanières, vous avez l'air enfin, le temps du Front National a l'air de trouver que bon, c'était pas méchant, on peut rétablir ça, vous rigolez. Ça coûte très cher, ça vous perdez du temps, vous remplissez des documents de plusieurs langues, mais c'est une catastrophe. On va beaucoup moins commercer, donc on fera beaucoup moins de PIB, on fera beaucoup moins d'emplois. Deuxièmement, le change. Quand avant vous aviez à changer votre monnaie dans 3 ou 4 pays, vous pourriez perdre jusqu'à 20-30% de la valeur un peu de votre chiffre d'affaires, rien que par le change. On a même vu des gens qui avaient déposé leur bilan parce qu'ils avaient passé un accord dans un pays sur une commande à un certain taux, et en quelques mois ça avait changé, et le type avait vu manger toute sa marge bénéficiaire, donc en fait avait travaillé pour rien, donc était obligé de déposer son bilan. Non mais comment peut-on aujourd'hui oser c'est vrai que cet euro, il est peut-être un peu trop élevé, mais c'est une réussite. Cet euro, il vous a protégé dans la crise. Comment peut-on comme ça sortir à une table devant des millions d'entrepreneurs, dont le premier client c'est l'Europe? Comment peut-on oser sortir, dire il n'y a qu'à
je ne sais pas, Marine Le Pen, je l'ai eu un jour en face de moi sur France 3, je sais très bien quand elle sort ça, elle n'en pense pas un mot. C'est de la stratégie marketing émotionnelle. Voilà, le pays, cette France aujourd'hui, il y a toujours un discours sur l'émotion, sur la façon de manipuler l'électorat. Moi, je dénonce cela, c'est grave. Il y a nos entrepreneurs qui dépendent de ce client, qui dépendent, bien sûr, en plus, ils ont des partenaires financiers, l'Europe est leur premier partenaire financier, commercial, même en termes de R&D. Enfin, comment peut-on attaquer la première puissance mondiale après les 4 catastrophes dont je vous ai parlé de l'Europe? Souvenez-nous d'où on vient. C'est quand même une belle réussite, même s'il y a effectivement des améliorations à apporter. En tout cas, sur cette histoire de parler des douanes comme ça, des problèmes douaniers écarts établis, mais vous rigolez, c'est pas professionnel de dire ça. Et je veux dire, l'économie, c'est sérieux. Hein. On fait trop d'émotionnel dans ce pays. Si l'emploi, c'est vraiment la première attente, comme tout à l'heure on le dit, on arrête de sortir n'importe quoi et d'oser dire qu'il n'y a qu'à sortir de l'euro, c'est pas sérieux. Vous osez dire ça, Monsieur Fourgousse, alors que les entreprises ferment sans arrêt? Les entreprises françaises disparaissent parce qu'elles ne tiennent pas le coup vis-à-vis des entreprises allemandes? Vous osez dire ça? Mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux, Monsieur Fourgousse. Vous avez 57% de dépenses publiques du PIB, grâce d'ailleurs aux 35 heures, on est le seul à voir ça, grâce à la retraite à 60 ans, grâce à 1 million de fonctionnaires en plus créés pour des raisons quand vous étiez au pouvoir, Monsieur Fourgousse. Donc voilà, la raison de ce décrochage économique entre la France et l'Allemagne, vous avez raison de le souligner, bien sûr, c'est ça le problème, le décrochage de 12 points, 57% de dépenses publiques du PIB en France et 45 en Allemagne et un peu moins 43 je crois que vous n'avez pas sur l'OCDE. Eh ben voilà, ça il faut améliorer ça, mais ça n'a rien à voir avec l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne elle a l'euro? Je vous interromps tous les deux. Je vais vous passer la parole, Michel Christofoul. Mais tout d'abord, Mounir Satouri, qu'on n'a pas encore entendu. Il faut à chaque élection. Et vous votez pas au Parlement. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes élu, vous ne vous dérangez pas pour voter, vous. J'aimerais bien être élu. Ouais. Profitez-en. Mounir Satouri, c'est le moment ou jamais. Nous, on pense à Europe Écologie Les Verts qu'on est au milieu du gué, qu'on a fait la moitié du chemin. On a construit l'Europe de l'union commerciale, on a construit le charbon, on a construit l'acier, et on a avancé au fil des années, des décennies, dans la construction européenne. Aujourd'hui, on est au milieu du chemin. Certains, comme vous allez penser qu'il faut faire marche arrière et revenir en arrière. D'autres pensent qu'il faut en rester là et améliorer à la marge. Nous, on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut construire l'Europe fédérale. On a construit une monnaie unique. Et on n'a pas construit en face les institutions politiques qui permettent de piloter la politique économique et monétaire. Et je pense que ça, aujourd'hui, on est face à une véritable difficulté par rapport à nos institutions. On ne peut pas saucissonner. On ne peut pas dissocier la question de la construction institutionnelle, de la question démocratique et de la place des peuples et de la question du développement économique. Alors, là où on pourrait peut-être se mettre d'accord, c'est qu'il faut un véritable plan de relance ambitieux pour aider et accélérer le processus de sortie de la crise. Les écologistes, vous n'allez pas être surpris, on est pour un plan de relance sur la question des transports, la question des énergies, l'isolation thermique. La balance commerciale des pays européens, de l'Union européenne, est négative, principalement à cause de la facture énergétique. Nous avons un devoir de réduire à l'échelle européenne la facture énergétique et de baisser notre dépendance par rapport au pétrole que nous n'avons pas dans nos pays. Donc il faut investir de manière massive sur la question des économies d'énergie, de l'isolation thermique, et ça permet de relancer et de... Ah, le deuxième point, 80% des entreprises européennes sont des PME et des TPE. 95%. Il faut donc soutenir les petites et les moyennes entreprises et il faut investir sur la question de l'innovation. Aujourd'hui, par exemple, sur la fabrication des produits, nous n'avons pas forcément besoin de faire plus, mais de faire mieux. Nous avons un devoir d'exemplarité en Europe pour qu'au moment où on produit, on pense aussi à l'après-vie du produit et à son recyclage. Et je pense que les nouvelles technologies, l'innovation, un plan de relance exemplaire sur la question de l'énergie, des transports. D'ailleurs, ça traitera en partie la question d'Alstom. Je pense que l'investissement sur la question des transports en commun, ça relance aussi, ça maintient notre industrie européenne exemplaire sur ces questions-là. Donc, on a des forces au niveau de l'Europe. On a des questions institutionnelles et de construction à régler, mais je suis d'accord sur votre propos du début, il faut qu'on arrête de regarder nos faiblesses et qu'on se mobilise pour faire mieux, plus vite, parce que les citoyens attendent des réponses. J'aimerais à présent que les temps de parole s'affichent et vous verrez que pour l'UMP, Jean-Michel Fourgousse est en avance d'à peu près 1 minute. Vous êtes à peu près à égalité, 4 minutes. C'est Philippe Chevrier qui est en retard d'à peu près 1 minute sur le temps de parole. C'est donc à vous que je vais passer la parole avec cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est armée pour résister aux autres pays ?
aux autres puissances, aux puissances Non. émergentes, aux puissances existantes, les États-Unis aussi? Non, justement, tout ça est le résultat en fait d'une vaste escroquerie du siècle dernier, où on a essayé de faire avaler aux gens, avec succès d'ailleurs, que plus on était gros et plus on était puissant, fort et apte à résister à la Chine, par exemple. On pointait la Chine, on pointait les États-Unis, les grands continents, et maintenant, aujourd'hui, on dirait les BRICS, quoi. Bon. C'est totalement faux. On le voit bien. On voit bien qu'il y a des petits pays dans le monde qui ont parfaitement résisté à la mondialisation. Alors que cette Europe a un mal fou à réagir, par exemple, à des changements brutaux de l'environnement économique. On l'a vu vis-à-vis des États-Unis, quand les États-Unis sont protégés à plusieurs reprises vis-à-vis, par exemple, des pneus chinois, mais pas seulement. Ils sont aussi protégés d'investissements chinois chez eux. Ils savent réagir vite. L'Europe ne sait pas réagir vite, fatalement, puisque, comme vous le disiez d'ailleurs très bien, c'est que la construction politique qui aurait dû, selon les constructeurs de l'Europe, qui aurait dû se mettre en marche, ne s'est pas mise en marche. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le constat, c'est le pourquoi. Pourquoi ça ne s'est pas mis en marche? Je vais vous trouver des excuses, finalement. C'est parce que vos partenaires européens n'en veulent pas. C'est ça le problème. Vous refusez de le voir. L'Europe, ce n'est pas la France en plus grand. La France dans l'Europe, c'est de 11 à 13% de droits de vote. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et qu'il y a un autre pays qui s'appelle l'Allemagne, qui est beaucoup plus important et qui en plus a des pays satellites autour qui vont dans le même sens que l'Allemagne et qui fait qu'il y a une puissance importante en Europe qui contrebalance tout ce que les partis politiques français pro-européens veulent. Et donc, ils se heurtent en permanence à cela. Vous disiez tout à l'heure, je souhaiterais ou je voudrais qu'il y ait un tarif à l'extérieur, des droits de douane à l'extérieur de l'Europe, aux frontières de l'Europe. Taxe carbone. Voilà, taxe carbone. Pour voilà, vous l'appelez taxe carbone. Bon, on joue un petit peu sur les mots. Mais le tarif extérieur commun existait. Pourquoi l'avez-vous laissé disparaître? Vous étiez aussi aux manettes. Vous citiez tout à l'heure le PPE, mais le PSE, main dans la main avec le PPE, s'est débarrassé de ce tarif extérieur commun. Et pourquoi? Parce que tout ça est consubstantiel de la construction européenne et que vous n'y pouvez rien. Donc vous pouvez toujours dire il y a qu'à, il faut à chaque élection, sauf que après, les Français voient bien que rien ne se passe et que la misère s'installe, que le chômage augmente, que voilà. Michel Christofoul. Oui. Alors, je voulais remercier mon collègue Vert, d'abord d'avoir recentré le débat, parce que là, nous étions partis dans des débats de posture, n'est-ce pas? Sur les douanes. Voilà, des débats de posture. Alors, l'UMP qui évoque les 35 heures à propos de la construction européenne, par exemple, et qui, dans son clip de campagne, appelle à voter contre le président de la République, qui appelle à voter contre le président de la République, ce qui est un mensonge, parce que le 26 mai, les Français auront toujours le même président de la République. Donc, c'est quand même dommage qu'on perde tant de temps à ne pas parler de l'essentiel. Alors, la posture chez vous, elle est aussi la même. On a entendu parler du MPS. Alors là, c'était PPPSE, une petite variante de l'UMPS. Non, nous ne faisons pas du tout la même chose. Le PPE ne me coupe. Madame, oui, non, mais 94% des directives, vous les votez avec vos amis du PPE. Il est vrai que le Front National n'est jamais là pour les voter. Voilà. Le Front National n'a pas de groupe. Le Front National n'a pas de groupe pour l'instant, M. Fourgous. Vous êtes des députés. Pour l'instant, M. Fourgous. Mais soyez tranquille, ça va arriver. Vous m'avez Christofoul, allez-y. Volé la parole, si je puis me permettre. Excusez-moi. Voilà. Donc, je voulais recentrer le débat sur l'économie. Et effectivement, il faut relancer l'économie. Et là, nous ne sommes pas du tout sur les mêmes positions. Le candidat de monsieur, pour la Commission européenne, le candidat de M. Fourgous, c'est M. Juncker, qui est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Paradis fiscal, comme chacun sait. Ça tombe mal. Ça tombe mal. Ça tombe mal à une époque où
il semble se dégager, au moins sur les estrades et autour des plateaux, un espèce de consensus pour lutter contre les paradis fiscaux. Je rappelle qu'il y a 1 000 milliards d'évasion fiscale chaque année et que les petites avancées que nous faisons vont permettre là aussi de récupérer une partie, mais il y a effectivement beaucoup de choses à modifier dans ce domaine. Et là, la position du PSE et de Martin Schulz, qui est notre candidat, le candidat des 28 partis socialistes, puisque nous avons à la fois un programme commun, nous sommes présents dans les 28 pays, et ça c'est une force, en tout cas pour mettre une politique. Vous parliez de souveraineté tout à l'heure, on voit que de façon transversale, au-delà des souverainetés, il y a quand même des opinions politiques et des programmes communs et qui veulent justement rompre et prendre à bras le corps le problème de l'évasion fiscale, comme le problème du dumping social. Et là, si on parle de la directive détachement, les socialistes ont fait en sorte de faire avancer le dossier pour éviter, pour améliorer cette directive qui était effectivement extrêmement détournée de son objectif premier qui était la protection, qui protégeait les Français qui allaient travailler à l'étranger, mais là qui se retournait. Nous avons fait au niveau du PSE, et notamment Pervenche Berès qui est ma tête de liste, et donc je suis très fière puisque contrairement à l'absentéisme de certains, sinon vous n'aurez plus le temps après. Je termine juste. Et donc là, nous ne sommes pas du tout sur les mêmes positions. Donc je refuse effectivement que vous nous mettiez dans la même case. Là aussi, il s'agit d'une posture. Jean-Michel Fourgousse, si vous souhaitez réagir ensuite, je passerai la parole aussi à Mounir Satouri, parce que j'aimerais vous entendre sur ce traité de libre-échange qui est négocié avec les États-Unis également, et Europe Écologie Les Verts est plutôt critique. Les grands partis, on les entend pas souvent, mais Europe Écologie en tout cas s'est exprimé et est plutôt contre. Et j'aimerais avoir votre sentiment, savoir si l'Europe aujourd'hui arrive quand même à imposer sa voix ou doit subir ce que les autres puissances leur imposent. Mais tout d'abord, Jean-Michel Fourgousse, si vous souhaitez réagir. Bon, d'abord, notre ami Vert soulignait tout à l'heure le problème des grands chantiers, mais c'est très important. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, un nouvel avion, par exemple, c'est 15 milliards de R&D. On ne peut pas, à la France, le payer. Donc il faut se dire que de toute façon, ça peut être qu'une recherche européenne. C'est vrai d'ITER pour l'énergie, c'est vrai d'un drone. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire décoller un drone parce qu'on n'a pas trouvé voilà, il faut une synergie européenne, c'est clair. Deuxièmement, sur les problèmes, j'entends des problèmes de protection. Protection, et on parlera du traité avec les Américains. Regardez, le cognac, par exemple. Les Chinois ont voulu récemment sanctionner le cognac. Bon, la France a dit c'est pas gentil, attention pour Pampfefes. Les Chinois n'ont rien à faire. L'Europe a dit hop, j'appelle au nom de la France, vous enlevez les taxes sur le cognac, sinon nous on bloque aussi d'autres importations chez nous. Bon. Pourquoi ? Les Chinois tout de suite ont dit excusez-nous monsieur, si on peut même plus plaisanter, excusez-nous on plaisantait, et ils ont retiré immédiatement bien sûr les surtaxes sur le produit français et le cognac. Donc il faut bien voir que en termes de protection, ça sert à quelque chose, ça vous protège l'Europe, c'est évident. Ensuite, l'évasion fiscale, vous avez parlé de ça. Bon, alors l'évasion fiscale, d'abord attention, ne confondez pas avec la triche fiscale, etc. Les 1 000 milliards, ça c'est un chiffre qui était balancé. Il y a des capitaux qui partent. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, est-ce que vous, socialistes, vous allez faire accepter par votre candidat, vous êtes sûr, au niveau européen, vos spécificités, la socialiste française, un impôt sur les sociétés à 38%, alors qu'il est à 24% en Europe, un IR à 75%, un impôt sur le revenu, ils ont osé Monsieur Fourgousse faire. a quand même Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Un impôt sur le revenu qui fait fuir tous les talents. Vous croyez que les socialistes européens, ils vont vous prendre votre IR à 75%, votre plus-value, laissez-moi terminer. Votre plus-value à 60%. Plus-value à 60%. On monte une société, ici, au bout de 5 ans, on revend. En France, on vous prend 60% de la valeur de la boîte. C'est 0% en Belgique, 0% au Luxembourg, 0% en Suisse, et pourtant, 18% il y a des en Angleterre. socialistes là-bas qui ont le même programme que nous. Vous Seul voyez, pays où il y a des socialistes qui ont fait l'ISF. L'ISF, ça fait partir 600 milliards d'actifs financiers. Vous croyez qu'ils vont vous prendre votre ISF, mais ils n'en veulent surtout pas. C'est dévastateur. Et les 35 heures. Pas un seul pays a suivi d'une façon obligatoire et généralisée les 35 heures. La retraite à 60 ans, idem. Vous croyez qu'ils veulent votre retraite ? Ils sont à 65 ans en Europe. Vous croyez qu'ils veulent des socialistes français ? Vous savez comment ils vous appellent, les socialistes européens ? Ils vous appellent, ils disent que vous êtes plus proche des communistes que des socialistes. Donc il faut aussi se le dire. Mounir Satouri, si vous souhaitez réagir. Et puis sur cette question de traité de libre-échange avec les États-Unis, avec les autres puissances. On va essayer de parler d'Europe oui. et de parler simplement et de manière la plus pédagogique possible à nos concitoyens. Parce que, bon, vous pouvez polémiquer toute la soirée, mais je pense que ça ne fait pas avancer l'Europe et ça ne fait pas avancer les débats. Fiscalité européenne. Non, mais attendez, laissez-moi m'exprimer. D'abord, cette campagne aura au moins servi à faire parler du traité TAFTA.
elle aura au moins servi à mettre sur la place publique, parce que ça commence à... Les citoyens commencent à s'y intéresser, hein, dans un certain nombre de radios, etc. Les auditeurs commencent à appeler, à s'interroger, à réagir. C'est invraisemblable. Nous assistions à une négociation par un commissaire européen, dans le secret quasiment le plus total, et dans le dos des peuples, de ce qui fait l'essence même de ce que nous sommes en Europe. Au clair, ce qui était préparé derrière cette négociation, c'est de faire sauter tous les verrous sociaux, écologiques et de normes sanitaires, et permettre à ce que les entreprises américaines ou chinoises, parce qu'elles pensent que certaines décisions prises par nos pays ou nos collectivités puissent porter plainte et nous forcer à assouplir nos règles. Je vais vous donner un exemple. À travers ce traité, l'industrie du tabac pourrait porter plainte contre nos pays parce que notre loi nous empêche de fumer dans les lieux publics et que du coup, ils peuvent en déduire que ça baisse leurs revenus et leurs bénéfices. Vous voyez l'importance du sujet? Donc, on est à l'heure de la mondialisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Chevrier. C'est pas vrai. Ça viendra. C'est pas vrai. Rassurez-vous. À l'heure de la mondialisation, on ne peut pas faire croire aux Français que seul, on y arrivera mieux qu'à 28. Mais pourquoi aujourd'hui l'Europe n'arrive pas à se faire entendre vis-à-vis des États-Unis, par exemple? Maintenant, le débat, je pense, le débat qui intéresse les Français, c'est quelle est l'Europe qu'on veut, comment on la construit et comment on la fait vivre et quel contrôle ils ont en tant que citoyens sur elle. L'Europe a eu le dos large pendant des années, parce qu'il faut quand même remettre les points sur les i. Pendant des années et des années, nos chefs de gouvernement et d'État allaient négocier avec leurs partenaires un certain nombre de décisions, et quand ils revenaient face aux électeurs, ils disaient « c'est pas nous, c'est l'Europe ». Parce que l'Europe, c'est aussi les chefs d'État et de gouvernement en Europe. Moi, je pense qu'il faut accélérer la construction démocratique, il faut réaffirmer notre identité et nos règles, il faut que l'Europe affiche ses normes sanitaires, ses normes sociales, ses normes environnementales, et parle d'une seule voix, et c'est ça qui fera qu'on pèse dans la compétition internationale. C'est en parlant ensemble, avec nos règles et nos valeurs, et en nous imposant dans le débat mondial qu'on arrivera à faire avancer, à défendre nos intérêts. Et pour revenir sur ce qui préoccupe nos concitoyens, on a construit le libre-échange pendant des années. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer sur les normes sociales et qu'il faut être dans une logique de convergence au niveau européen. La question du SMIC, on ne peut pas tolérer au moment où... Vous souhaitez instaurer un SMIC européen, et c'est la même chose aussi au Qu'on commence par un SMIC dans chacun des pays européens, parce qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain un SMIC, parce que les niveaux de vie et les PIB des 28 pays ne sont pas les mêmes, mais il faut immédiatement poser le principe du SMIC dans chacun des pays européens et travailler à une convergence en se fixant des objectifs précis dans le temps. C'est des convergences des normes sociales. Et donc, il faut que les Français puissent être rassurés sur leurs forces et leurs capacités. Nous sommes un grand pays, nous pouvons porter un message dans le monde et en Europe, et on peut participer à faire avancer dans le bon sens. Puisque le temps passe et nous allons bientôt arriver sur la toute dernière séquence où chacun pourra livrer sa conclusion. Mais Philippe Chevrier, tout d'abord, la décision, si le Front National, si les partis semblables au Front National dans le reste de l'Europe arrivent en tête, c'est quoi? On sort de l'euro, on revient chacun à sa monnaie nationale, on quitte l'Europe, on referme les frontières? Ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça va se faire dans la concertation. Qu'est-ce que vous proposez aux électeurs aujourd'hui? Non, mais bien sûr. D'abord, je voudrais quand même revenir sur ce que vient. Oui, c'est très intéressant. Ce que vient de dire notre ami, qui est tout à fait intéressant et tout à fait sympathique. Un peu faux, sauf que à chaque fois, il commence ses phrases par il faut. Je lui conseillerais de dire il faudrait. Parce que malheureusement. Lisez notre programme, monsieur Chevrier. Non, mais je ne conteste pas ce que vous dites. Je dis simplement que vous n'êtes pas tout seul, quoi. Et que vous avez, encore une fois, je me permets de le rappeler, on ne pèse que 11 à 13% des droits de vote, et que vous avez d'autres États dans l'Europe qui ne veulent absolument pas ce que vous venez de dire. Voilà. Donc, je crains que vous ayez beaucoup de problèmes avec ça dans le futur. Bon.
Le traité transatlantique, évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est une honte que tout ceci se soit passé sous le manteau. Que maintenant on en parle un petit peu parce que c'est les élections, mais on sait toujours pas, on connaît toujours pas le contenu. Pas tout à fait et juste. Franchement, nous au Front National, on ne fait Même pas confiance. Complètement faux. C'est mon point de vue. Enfin, la France a obtenu quand même que dans le mandat de négociation, il y ait quand même, par exemple, l'exception culturelle qui soit respectée. La France est toujours forte pour défendre son exception culturelle, donc, y compris dans toutes les ambassades du monde. D'ailleurs, la culture, c'est une éruption un petit peu ancienne. Alors, excusez-moi, j'avais pris un peu de votre parole, là, vous m'avez rendu l'appareil. Donc, mais c'est vrai que la culture, pour la France, est exceptionnelle, sauf que ça ne fait pas vivre. Je vous signale que c'est 3% du PIB, les activités culturelles. D'accord. Monsieur Chevrier. D'accord. Les Yvelinois vont apprécier. Donc, ce traité, nous ne faisons absolument pas confiance aux négociateurs de notre côté, parce que jamais, depuis 50 ans, ils ont su défendre les intérêts de la France. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Mais défendre ceux de l'Europe. Oui, ça change tout. Ça change tout. France et Europe. Vous êtes à peu près tous à égalité de temps de parole. Alors allez-y brièvement. Sur l'euro. On sort de l'euro, on ne sort pas de l'euro. Très brièvement. Bien évidemment, sinon, avec l'euro, on va dans le mur. C'est évident, c'est écrit. L'euro va exploser. Les tensions sont telles entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, entre ceux qui réussissent et qui se développent, et les Français en particulier, dont les entreprises ferment en permanence parce qu'elles ne sont plus compétitives. Ce n'est plus viable. Ce n'est plus viable. Donc, on va juste faire une pause à présent pour afficher vos temps de parole. Comme ça, chacun ensuite verra le temps qui lui reste pour conclure. Juste le temps de rappeler que 31 listes se présentent en Ile-de-France cette année. C'est un record. La moyenne en France en 2009, une vingtaine de listes, beaucoup de candidatures, quelquefois inconnues. En tout cas, il y aura forcément une qui vous permettra de vous exprimer dans l'isoloir. Et sachez qu'il faut atteindre les 3% de voix pour obtenir le remboursement de sa campagne électorale. Voilà les noms qui défilent et les temps de parole qui vont s'afficher à présent. Que chacun puisse avoir la parole. Si on peut juste m'afficher les temps qu'il reste pour chacun. Donc tout d'abord, pour la conclusion, ce sera Jean-Michel Fourgouze qui s'exprimera en premier, puisque vous avez 7 minutes 03. Voilà, c'est précis, tout c'est affiché. Allez-y, si vous souhaitez conclure, réagir peut-être à ce qui reste, vous avez à peu près une minute. Très vite. On a parlé très vite du couple, notre collègue du Front National dit on n'existe pas les Français. Bon, c'est pas vrai, c'est le couple franco-allemand qui a quand même créé cette Europe. Bon, aujourd'hui, le couple franco-allemand, il est affaibli par je dirais, la faiblesse de François Hollande qui n'était pas fait pour cette fonction. Bon, en tout cas, voilà. Donc voilà, Madame Merkel souffre de cela. Le couple est complètement déséquilibré. Bon, sous Sarkozy, c'était quand même autre chose, pour régler les crises, etc. C'était pas le même niveau. Mais bon, sous couple franco-allemand, le PIB de l'Allemagne plus la France, c'est 2/3 du PIB chinois. Vous le savez ? Mais c'est ce couple central, c'est ce couple qui doit piloter, qui doit donner l'impulsion, bien sûr, à l'Europe. Donc il s'agit bien sûr de remettre des acteurs qui sont crédibles. Monsieur Harlem Désir n'est pas crédible non plus. Donc on veut des acteurs crédibles. Je peux vous dire, à l'UMP, l'UMP n'est pas parfaite, mais on a des gens crédibles. Monsieur Lamassoure est quelqu'un de crédible. Bon. Ensuite, sur le traité avec les Américains. On commence à dire, ça y est, la méfiance, typique Front National, c'est tout de suite négatif, il faut se méfier, il faut fermer, Bon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi, j'ai exporté avec les Américains. Laissez-moi terminer. Mais pourquoi ? C'est très difficile d'exporter aux États-Unis. Donc, ce traité, c'est à la demande des Français. Pourquoi vous commencez à vous en méfier ? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas les résultats de ce traité. Bon, pourquoi commencer à déjà dire que ça va mal se passer ? Il y a des variables, effectivement, sur le plan sanitaire, social, environnemental, économique. Et c'est bien sûr les Européens qui mènent la danse. Pourquoi commencer à dire que ça va être forcément favorable aux États-Unis ? Non, ce n'est pas l'objectif du traité. Osez-vous dire que l'Europe est plus forte que les États-Unis ? Dernier point, l'euro. Je vous signale que si vous déclenchez la sortie de l'euro, il y a même des études à l'Union européenne qui le disent, vous allez provoquer une chute de 20 à 40% de tous les actifs financiers. Vous allez ruiner les épargnants. Vous allez ruiner les épargnants. Vous allez ruiner les salariés. Et toutes les entreprises, alors nombre de dépôts de bilan. Répétez ça à l'encan, c'est faux. Ah mais je veux dire, il n'y a pas de problème. Et je vous interromps que chacun puisse conclure. Mounir Setouri, c'est à vous. L'Europe est la première puissance économique au monde. C'est la zone qui a le moins de déficit. C'est la zone dont la dette est la moins élevée. Faisons-nous confiance, faisons-lui confiance. Nous avons besoin de mieux d'Europe, nous avons besoin de plus d'Europe. Nous avons besoin d'une Europe des grands travaux, une Europe de la relance, une Europe de la transition énergétique, de la transition écologique, et puis une Europe de la démocratie et des peuples.
la construction européenne, il faut l'achever. Et faisons-nous confiance parce que nos forces sont importantes. Michel Christofoul. Oui. Alors nous avons eu un débat essentiellement centré sur l'économie. On a beaucoup parlé du mot peuple. Petite donnée par rapport à la culture. C'est aussi important. Pas beaucoup. Enfin, en ce moment. La culture. Michel Fourgou, s'il vous plaît. Font Michel fait Christofoul, partie allez-y, de l'économie. Enfin bon. En tout cas, on n'a pas beaucoup parlé de social. Et c'est bien là la question. C'est qu'au fond, votre Europe, Monsieur Fourgous, celle que vous faites depuis 10 ans, c'est quand même celle qui a sacrifié les travailleurs et les personnes au profit de la finance, de la monnaie. Non. Je vais vous passer la parole. Donc, ce que nous souhaitons, nous, c'est que, enfin, un changement de majorité nous permette de choisir notre Europe. J'arbore ce badge, c'est pas plus d'Europe, moins d'Europe, c'est choisissons notre Europe. Et le choix de notre Europe, à nous, socialistes, français, mais aussi européens, derrière Martin Schulz, c'est de faire enfin une Europe sociale, une Europe pour les peuples. Un bel idéal qui était celui porté par les pères de l'Europe. En tout cas, ne pas sacrifier, comme vous l'avez fait pendant 10 ans, les droits sociaux, parce qu'on est dans une régression de droits sociaux, voire même, et je voulais terminer là-dessus, deux secondes, allez-y. Puisque je suis la seule femme dans... Je suis désolé, ça vous donnera beaucoup plus de temps de parole. Non, c'est dommage. C'est pas du machisme, ça. Non. En tout cas, dans ces droits sociaux, qu'il n'y ait pas de régression non plus pour le droit des femmes. Merci Michel Christofoul. Philippe Chevrier, vous avez une trentaine de secondes. La zone euro, c'est zéro croissance, c'est un chômage de masse. Voilà ce que c'est. Donc il faut en sortir rapidement. Et que les gens soient rassurés, il n'y aura pas de baisse de pouvoir d'achat. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette zone marque qui restera sera très nettement réévaluée et très nettement demandée sur les marchés financiers. Et vous le savez très bien. Et il n'y aura pas aucun besoin de voir le franc déprécier. Il n'y aura aucun besoin, car vis-à-vis du dollar, le franc résiste bien. Le taux d'inflation en France n'a pas été supérieur à celui des États-Unis. Grâce à l'euro. Non. Les perspectives budgétaires que le Front National met en avant, consultez son programme, vont rassurer les marchés financiers. Et il n'y a aucune raison, absolument aucune, pour que le franc soit attaqué sur les marchés financiers demain, quand il sortira de la zone euro. Merci Philippe Donc Chevrier. il faut voter Front National. Merci Philippe Chevrier. Merci à vous quatre d'être venus débattre sur ce plateau. Les temps de parole qui s'affichent, vous êtes tous à peu près à 9 minutes. Et puis la campagne, c'est aussi à suivre sur le journal régulièrement à 18h en direct sur TV Fil, également sur le site internet pour le replay. Et d'ailleurs, l'intégralité de ce débat est consultable dès à présent. Merci à tous les quatre et merci à vous, bien sûr. Merci.